Tu t'apprêtes à écouter un nouvel échange avec une personne passionnée et passionnante et j'espère que tu trouveras dans cet épisode des idées, des concepts ou des techniques qui t'inspireront ou te motiveront. Tu pourras retrouver les notes de cet épisode ainsi que les liens vers les ressources citées au cours de l'échange en cliquant sur le premier lien dans la description de l'épisode. Pour encourager et soutenir la production de ce podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Merci beaucoup à toi. Et sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Upgrade. Et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur d'accueillir un invité qui m'est très cher. Cet invité, je l'ai rencontré en mars 2017, quand l'un de mes groupes faisait la première partie de son groupe, enfin plutôt du groupe dont il est, alors moi je dis manager, en vrai c'est un couteau suisse, il va nous expliquer ça un peu plus tard. Il a été en tout cas ce manager pendant plus de 25 ans. Ce groupe, moi perso, il a bercé une bonne partie de mes étés d'adolescente, notamment au camping avec mes potes d'ailleurs, s'ils écoutent, pensez pour vous les copains. Si je vous dis France Télécom, désolé pour hier soir, l'hymne de nos campagnes, je pense que vous avez reconnu. Il s'agit du groupe Trio et donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Monsieur Sébastien Pujol, alias Bibou. Et c'est pas que pour les intimes. Tu confirmes ? Mais oui, évidemment, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui connaissent pas mon vrai prénom d'ailleurs. Encore moins mon. Oh mon Dieu! Moi, je le biperai au montage si tu veux. Mais non, ça roule, il n'y a aucun problème. Bonjour tout le monde, salut à tous. Merci beaucoup, Bibou, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait super plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Avant toute chose, je vais essayer de te présenter avec ce que je sais de toi. Et je sais pas grand-chose. T'es un homme mystérieux quand même, hein. Votre suspense, papa, on se connaît bien, t'en connais des choses sur moi. On se connaît bien, c'est vrai. Alors je sais que t'es né en 70 et au moment où j'enregistre le podcast, t'as pas encore 54 ans, mais bientôt. Très bientôt. Donc pour l'instant, t'es encore un jeune de 53 ans. On va dire ça comme ça. Et donc je sais que tu as été un couteau suisse pour le groupe Trio. Tu vas me détailler ça, mais coproducteur, éditeur, tout ça. T'as fait plein de choses pour ce groupe-là. Nous, comme je l'ai dit, on s'est rencontrés en 2017, mais à l'époque, on était plutôt, comment dire, t'étais un collègue de l'industrie musicale. Voilà, on s'est croisés, mon groupe a fait la première partie de ton groupe, c'était cool, voilà. Mais c'est surtout en 2018 que on a passé un bon moment au Maroc ensemble et qu'on a commencé à devenir un peu plus proches, à mieux se connaître et on a commencé à avoir de vraies conversations. Et là, moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai découvert quelqu'un qui était déjà très intelligent, qui était assez sensible aussi, qui avait plein de choses à dire, plein de choses à partager. Et maintenant, à ce jour, je crois que c'est la seule chose que je peux partager là, en tout cas à l'antenne, maintenant. Et voilà. Donc j'ai plein de questions à te poser sur tout ce que tu as fait avec Trio, ce que tu as fait même en dehors aussi. Enfin bref, j'ai plein de questions. Et voilà, j'espère que tu es prêt pour les questions. Moi, je suis prêt, j'ai fait plus de 20 ans de scoutisme, donc on pourrait dire toujours prêt. Toujours prêt. Voilà, une nouvelle information que je connaissais pas. Voilà, ça fait partie, d'ailleurs, les débuts du groupe ont été aussi, ont profité un peu de mon expérience au sein de ce mouvement, et de toutes les qualités que tu peux acquérir quand tu participes à ce mouvement. Mais peut-être qu'on en reparlera ou pas d'ailleurs. Mais bien sûr, mais si, carrément, justement. Moi, j'aimerais savoir comment ça a démarré tout ça. Comment t'es arrivé avec ce groupe? Est-ce que t'étais là dès le début? Est-ce que t'as rejoint le truc? Comment ça s'est arrivé? Enfin, ça s'est arrivé. Non, ça se dit pas. Comment ça s'est produit? Moi, oui, je suis là carrément depuis le début, puisque c'est même moi qui ai participé au lancement du groupe. En fait, je connaissais tous les participants en groupe, enfin, en tout cas les 3 premiers. Daniel, le percussionniste, est arrivé un tout petit peu après. Mais les 3, je les connais, et même Christophe, je connais depuis qu'il a 10 ans. Lui. Donc, moi, on a 6 ans d'écart, donc j'avais 16 ans. Lui, il y en avait 10. Et donc, on traînait dans la même MJC, qui était la salle de concert en face de là où j'habitais avant. Et c'est à cet endroit-là que moi, j'ai appris mon métier, qui était d'abord un métier de technicien. Donc, j'ai fait de la lumière, j'ai fait du décor, j'ai fait de la machinerie, j'ai fait du son. Et après, je me suis spécifié dans le son. J'ai fait une formation par la suite d'ingénieur de son, d'ingénieur du son. C'est un peu pareil. Et du coup, le groupe est né à ce même moment, en fait. La naissance du groupe, c'était vraiment la rencontre entre ces jeunes-là, ces vingtenaires-là,
Et puis le groupe est né comme ça, suite à une randonnée. Et donc moi j'étais là, et donc c'est moi qui ai mixé le premier titre, qui ai enregistré la première cassette, qui a enregistré le premier album, qui a distribué la première cassette, qui faisait un peu la régie, qui mettait tout le monde dans ma bagnole pour partir faire des bars en Bretagne, en Bourgogne. Donc voilà, c'était vraiment une période comme ça où j'étais vraiment là, vraiment depuis le début. Et puis là, j'ai grandi avec le groupe. C'est dingue. Et t'as toujours voulu faire ça ou tu te destinais pas du tout à ça à la base? Ouais, si, en fait, depuis tout petit, je me rappelle, j'adorais les Lego et je me faisais des télécommandes, des consoles de mixage, des trucs en Lego, tu vois. Et quand j'étais petit, j'ai toujours voulu faire du son et je me dis un jour, je sonoriserai des grandes salles comme le Zénith, comme Bercy, ce qui est arrivé C'est vrai, par la c'est suite. arrivé. Mais je m'étais dit ça depuis tout petit, tout petit. Donc, genre, on va dire, jusque-là, je suis arrivé à mes fins, voilà. Euh, D'ailleurs, maintenant, j'ai un peu divergé, je fais un peu plus administratif, mais ça m'arrive maintenant on va dire, de coordonner les budgets de concerts assez importants. Donc, je passais un petit peu côté production. Mais effectivement, depuis tout petit, c'était vraiment le son qui me passionnait et j'ai toujours voulu faire du son. Voilà, ça a toujours été ça. C'est marrant ça parce que c'est tous les métiers de la musique en général c'est pas des métiers où quand t'annonces ça à tes parents quand t'es petit ils te prennent pas forcément au sérieux. Combien de fois on a entendu bah écoute fais des études et puis après si tu veux faire de la musique bon tu feras de la musique. Toi tes parents c'est tu leur as dit direct moi je veux être ingé son enfin je veux faire du son tout ça ou Ouais, alors en fait au départ, pour rectifier un petit peu, j'ai dit que moi je voulais travailler dans le spectacle et dans le côté technique, puisque comme je t'ai dit au début, je faisais dans cette MJC, donc je faisais des éclairages pour le spectacle de danse, pour des concerts, je faisais plein de petites choses, donc c'était vraiment travailler dans le milieu du spectacle. Et après ça s'est un petit peu plus précisé dans le son. Après avec le groupe, j'ai accompagné plus dans la partie production, voilà, toute la partie plus administrative, organisation, régie, etc. Et bien non, mes parents étaient hyper open. Mon père, c'est un scientifique, un grand savant. Il a travaillé au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Voilà, c'est un grand chercheur reconnu dans le monde entier. Ma maman, j'ai une famille nombreuse. Donc, ma maman était au début institut, puis après elle est restée à la maison pour s'occuper des 6 enfants de la famille. Donc moi, je suis le plus petit. Mais mes parents étaient hyper ouverts. Enfin, il n'y avait pas aucun blocage. Et d'ailleurs, au départ, dans ma formation de preneur de son, au départ, j'ai tenté ça n'a pas trop fonctionné, mais j'ai tenté de suivre un cursus très intello. C'est-à-dire, je voulais faire un DUG maths physique, après faire un IUT d'acoustique, en fait, dans le but d'être, on va dire, ingénieur du son, preneur de son, en arrivant par le haut, quoi. Bon, finalement, ça a complètement foiré. Et donc, je suis arrivé par un autre biais. Voilà, j'ai fait une formation de preneur de son très professionnalisante, voilà, à la place. concrètement t'es arrivé par là sur le terrain en fait. Juste tout simplement, tu as commencé à faire les choses, t'as évolué, tu t'es amélioré, t'as fait des rencontres aussi, il y a eu ce groupe. Finalement, tout est arrivé sur le terrain. Mais il y a eu la formation, mais je veux dire... Ah oui, oui, clairement. Bah, moi, j'ai avec cette MJC. Après, j'ai voulu faire ces études-là. Et j'ai fait des stages. Donc, grâce à ces études-là, j'ai fait des stages dans des boîtes de son, au Francophonie Gare Rochelle, au Théâtre du Châtelet. Et le groupe est né à la fin de cette formation. Donc, en fait, j'ai commencé à bosser, on va dire, dans ma vie active d'intermittent du spectacle et de technicien son. Au même moment où le groupe est né. Et donc, en fait, j'ai toute ma carrière, on va dire, de technicien son, de preneur de son, elle a grandi avec le groupe Trio. Mais bon, au début, ça tournait, je faisais pas que Trio, hein, j'intervenais sur plein de trucs. Et voilà, mais en tout cas, avant que le groupe existe, voilà, c'était ça mon cursus, c'est-à-dire que j'ai tenté de faire un truc avec une fac et après cette UT, donc ça n'a pas fonctionné, donc du coup, j'ai laissé tomber et je suis rentré dans une formation dans l'Oise, à Gouvieux, à côté du château de Chantigny, et une boîte qui s'appelait le Créart, et donc était un truc très terrain, avec une formation de tronc commun, et il y avait 4 filières, il y avait preneur de son, il y avait montage, vidéo, il y avait opérateur de prise de vue, et il y avait photographe. Ah ouais. En fait, on était 10 personnes à chaque fois, c'était on va dire une promo de 40 personnes. 10 personnes en son, 10 personnes en photo. Et donc, voilà, c'était une formation de 2 ans. Et à la fin, t'es qualifié. Et donc, à la fin, c'était le début de Trio. En gros, c'est un peu ça. Ça s'est passé comme ça. Juste pour petit rappel, l'année de début, alors moi j'ai envie de dire que c'est 95, 96, quelque chose comme ça. C'est à peu près vers ces années-là, non? Pas mal. C'est vrai, c'est ça?
95, 14 octobre 95. Waouh, ok. J'avais ça comme souvenir, mais C'est ça. Le 14 octobre, en fait, ils sont partis l'été d'avant, ils se sont rencontrés donc à la MJC. L'été d'avant, ils sont partis faire une rando dans les Pyrénées. Ils ont emmené une guitare, ils se passaient la guitare, ils avaient chacun leur chanson, leur mélodie, donc ils ont partagé ça autour du feu de camp. Et à la rentrée, 14 octobre, il y avait un dernier groupe de copains, donc Totor qui a fait notre merch pendant toute la carrière et bien d'autres choses. Chantait, et donc Trio a fait la première partie du groupe de Totor le 14 octobre 95, et c'est là que le groupe est né. C'était, ils avaient mis Trio, et le directeur de la MJC avec le régisseur ont dit non, avec un I c'est moche. Il a rajouté une barre en biais, c'était Trio avec un Y. Là, le groupe est né comme ça. Ouais, mais remarque, c'est bien, ça fait un petit côté différenciant, parce que juste Trio, voilà. Ouais, enfin, Trio avec un I, je veux dire. Et ça, on fait pas du jazz. Non. Oui, c'est ça, c'est vrai que ça fait un peu de jazz quand t'entends Trio. Et ce qui est marrant, c'est que si je me trompe pas, c'est un trio, mais ils sont 4. Enfin, maintenant, je sais pas combien ils sont, mais en tout cas, pas au début. Au début, ils étaient 3, et ensuite, ils sont devenus 4 avec Danielito. C'est ça, mais Danielito, il est arrivé très rapidement. En fait, il est même la première tournée, donc on a fait l'été 96. Puis tu vois, c'était quelques mois après la naissance du groupe. On a fait une tournée en Vendée. Et Daniel était déjà là à taper sur des bongos. Il avait des bongos et un djembé. Il n'avait pas de caron encore. Il n'avait pas l'instrument mythique du groupe qui arrivait un petit peu. Avec les fameux coups de... Enfin, c'est pas de la grosse caisse, mais sur le centre du caron, qui a un petit son de grosse caisse sur les 2 et 4 qui sont très emblématiques de Danielito. Ça, c'est vraiment la batteuse qui parle, pour le coup. Ah bah clairement. Ouais. Et puis moi, j'ai contribué avec le traitement du son du caron au niveau de en tout cas de la sono. J'ai contribué effectivement, oui, c'est ça. Avec un instrument, il fait grosse caisse claire. En fait, il remplace en fonction de comment il tape sur son caron et de sa manière de taper. Il remplace ces 2 instruments avec une seule caisse. Ouais, c'est un son très très reconnaissable. Honnêtement, c'est des choses, même si je l'écoutais ailleurs, si je l'écoutais jouer ailleurs, je pense que, enfin, si le son était le même, bien sûr, je pense que je reconnaîtrais. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu vas dire le jeu de Daniel ? Le jeu, mais le type de son qu'il a, il a une manière de taper. Alors après, je pense que ça a été sublimé par aussi, toi, ton travail aussi sur le son. Évidemment, la perfection, moi, c'est sûr, c'est évident. Évidemment. Mais en gros, si on prenait les 2 éléments, donc toi avec le son et Danielito avec sa technique de jeu, tout ça, je pense que dans n'importe quel groupe, je serais capable de le reconnaître. Parce que je trouve que c'est un son qui est vraiment très typique. Pour moi... Non, il a une manière de taper. Ouais. Et d'ailleurs, après, on a mis au point, avec les années, des micros spécifiques qu'il a encore. Donc même parce que là, sur la fin de Trio, là, le groupe est en pause. Sur la fin, c'est plus moi qui faisais le son, de tourner. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté le groupe. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais donc, il a conservé en fait ces micros-là. Et effectivement, cette technique de prise de son qu'on a mis au point ensemble aussi contribue au fait que le son reste reconnaissable, même s'il y a dans d'autres groupes et qui participent à d'autres trucs. Et puis même sa manière de taper, c'est en dehors même de la prise. Lui, il a un jeu spécifique. Ah oui, très très spécifique. Et quand on essaie de le reproduire, on peut pas le reproduire exactement comme il est. Moi, j'ai essayé. J'ai essayé plusieurs fois. On s'amusait avec notre groupe. Forcément, les gars de mon groupe à l'époque, celui qui a fait votre première partie, Enco pour l'audience, on s'amusait des fois à reprendre quelques chansons, tout ça. Les gars, ils adoraient ça, les 2 gars, le chanteur et le guitariste. Et j'ai jamais réussi à avoir le même son. Honnêtement, c'est vraiment une technique très particulière, c'est un son très particulier. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très reconnaissable. Trio dans son ensemble est très reconnaissable au niveau du son, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr que c'est une alchimie de ces 4 personnages, ces 4 musiciens et artistes. C'est sûr qu'il y a une alchimie qui est créée, voilà, qui crée la magie du groupe. Ouais. Et du coup, quand tu es tout le temps au milieu de ces 4 personnes, justement, à devoir faire pas mal de choses, j'imagine que c'est assez intense. J'imagine que toutes les années là que tu as passées, tu as dû voir tellement de choses, tu as dû apprendre tellement de choses dans cette expérience, ça a dû être incroyable. Ah bah ouais, t'imagines 25 ans, même 26 ans au cœur du réacteur, puisqu'on était le noyau dur du groupe. C'est nous 5, on est associés à 5 dans pas mal de sociétés, pour la partie plus business. Donc c'est clair que t'es au milieu de tout transit. Alors, on n'est pas tout seul, il y a certaines tournées où on est monté à 60 personnes sur la route. Donc là, t'imagines bien qu'il y a plein de choses, mais à un moment donné, tout transite par moi. Et il y a forcément un aiguilleur
Voilà, donc on est au cœur des activités. Ça, c'est clair. Bah oui, puis on a vécu tellement de choses, tellement de souvenirs, on a parcouru tellement de... D'ailleurs, tu disais tout à l'heure qu'on s'était rencontrés au Maroc, c'était un hasard finalement. Nous, Ah, on mais un était avec hasard. Léo au Maroc, toi, tu y étais avec quelqu'un de ta famille. Ouais, Et du coup, on a échangé par je sais plus quel moyen et on s'est dit, bah tiens, on va se voir. Donc, on a passé ces longues conversations à papoter là tous les deux. c'est ça. Ouais, je me rappelle comme si c'était hier, hein. J'étais dans le train entre Casablanca et Rabat, de mémoire, quelque chose comme ça, ou Marrakech, Casablanca, je sais plus, dans ces eaux-là. Et je me rappelle, je crois que tu as vu une story sur Insta, parce que je postais pas mal à cette époque-là. Et tu m'as dit, ah, mais t'es au Maroc, nous aussi, on fait le festival. Je crois que c'était comment ça s'appelait, les colibris, quelque chose comme ça. Un Ah mot, oui. Non, c'était, ça y est, il y avait j'ai un Zaz. mémoire, on va savoir, ça va me revenir. Oui, Ah, c'est le il truc y a de une Pierre histoire. Rabhi, Oui, l'association de c'est Pierre ça. Rabhi. Ouais. Ouais, Pierre Rabhi. Et je sais pas, le chant des colibris, enfin bref, quelque chose comme ça. Et c'était dans un cirque, le cirque de Chemsi. On avait passé toute Ouais. la journée là-bas, c'était vraiment chouette. C'était vraiment une belle journée. Tu m'avais raconté pas mal de choses. Et c'est ce jour-là d'ailleurs que je me suis rendu compte de tout ce que tu faisais derrière. Parce que, enfin pas tout, parce qu'il y a eu des trucs que je savais pas encore à ce moment-là. Mais je me suis rendu compte ce jour-là que tu faisais pas que le son notamment. Parce que moi je t'avais vu, quand j'avais fait la première partie avec mon groupe, bah t'étais au son. Je veux dire, t'étais là, tu faisais pas mal de choses, genre tu faisais les réglages, les trucs, les balances. Voilà. Pour nous, t'étais un ingé son qui était là tout le temps avec le groupe. Mais après, j'ai vraiment vu tout le travail derrière qu'il y avait, parce qu'à cette époque-là, vous étiez en train de travailler sur l'album très spécial avec tous les invités, Ah oui. des invités qui reprenaient les plus grands titres de trio. Il y avait plein, plein, plein d'invités. Et je me suis rendu compte que tu avais l'air de gérer vraiment pas mal d'aspects de ce projet et que ça allait bien au-delà du son. Bah, surtout que, pour que te préciser les choses, quand on part à l'étranger, quand on partait à l'étranger avec le groupe, si tu veux, on n'avait pas, en fait, on embauchait en fonction des pays où on allait. Il n'y avait pas forcément de régisseur ou donc en fait, on était en équipe très réduite et donc du coup, là, je faisais beaucoup de choses. Donc là, quand il m'a vu au Maroc, on devait y avoir Hortos qui devait être au backline. Ah oui, puis il y avait Bertin qui était là qui faisait le son au retour et moi. Hein. Donc on était trois techniciens avec, on était 8 sur la route ou 7 sur la route et du coup, donc effectivement, on était en comité très réduit. Donc forcément, ça multiplie les missions. Mais ouais, c'est clair, oui, effectivement, ouais, quand on gère un petit peu tout, quand tout transite, c'est vaste. Exactement. Et ça me fait penser à quelque chose que tu as dit un petit peu plus tôt. T'as carrément mis le mot sur la table, tu as mis le mot business. Et ça, c'est un truc, je pense, dans la musique. Je sais pas toi ce que t'en penses, ça c'est vraiment une opinion personnelle, mais j'ai l'impression que dans le milieu de la musique, il y a beaucoup de personnes qui sont assez réticentes à prononcer ce mot-là et à se voir comme des gens qui sont dans un business, un mindset d'entrepreneur. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode ah non, moi je suis juste un artiste. Voilà, c'est juste l'art et moi, la musique, l'amour de la musique, mais le business, oh, c'est sale. Alors l'argent, c'est sale. Oh là là, gagner sa vie avec notre art, c'est sale. Et du coup, je trouve que ça fait du bien d'entendre aussi quelqu'un qui a managé un grand groupe, un groupe qui est connu, je veux dire, quel Français dans la trentaine ne connaît pas Trio? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et entendre quelqu'un comme toi qui parle aussi de business, alors qu'il y a quand même tout l'aspect scénique, l'aspect artistique, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important à aborder aussi. Parce que ça compte en fait, il faut bien que tous ces gens qui font vivre le groupe puissent vivre aussi. Il faut bien que ces gens-là gagnent leur vie. Oui, mais surtout, c'est même pas tant gagner ma vie, c'est que même les musiciens, les plus grands artistes, il faut bien qu'ils payent leurs factures. Mais bien sûr. À un moment donné, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Donc, effectivement, alors, soit ils font tout eux-mêmes et ils veulent pas en parler parce que, effectivement, la façade fait que on peut rester dans une façade très artistique, très esthétique. Mais n'importe quel artiste, même qui est tout seul, à un moment donné, il va bien falloir qu'il fasse, s'il a statut d'intermittent, qui va remplir sa déclaration mensuelle, ou il va bien falloir à un moment donné qu'il fasse une facture pour se faire payer un concert, ou alors qu'il tombe un chapeau, s'il faut faire une facture, à un moment donné, il faut bien compter les pièces qui sont tombées dans le chapeau, il faut bien qu'ils mettent de l'argent, qu'ils mettent un peu de carburant dans son moyen de locomotion, qu'il paye son billet de train. Donc, il y a forcément une notion d'argent à un moment donné. Donc, effectivement, on peut rester alors, très utopique et très évasif, mais bon, il y a forcément un côté concret. Et puis, donc, soit on est dans un contexte amateur, et dans ces cas-là, on ne va pas être forcément dans un business, on va être dans une économie. Mais à partir du moment où on se professionnalise, et qui dit professionnel dit business. C'est pas la traduction de business. Je pense Affaire, que ouais. voilà, c'est les affaires. Donc, voilà, c'est tout.
C'est juste une organisation, effectivement, souvent, parce que les artistes sont pas forcément toujours très aguerris. Ils s'entourent d'équipes, ils s'entourent de conseils juridiques, d'avocats, de comptables et de management ou de secrétaires particuliers, ou en tout cas de gens compétents qui sont plus à même que eux ou qui vont pouvoir les aider à mettre les choses concrètes, noir sur blanc, et à faire en sorte que ça se passe plutôt pas mal, défendre leurs intérêts, pas qu'ils se fassent trop avoir par l'entourage, parce que comme dans tout business, voilà, hein, comme quand on va faire réparer sa voiture, hein, on peut tomber sur des claristes corrects, et des fins guéristes pas corrects, et puis c'est pareil pour plein d'autres choses. Ouais, parce que même ça, les artistes, pour s'entourer comme ça, faut bien payer ces gens-là. Un comptable, il va pas faire la compta de l'artiste pour le plaisir. Voilà. Et pareil, un artiste, il va pas remplir, un artiste professionnel, il va pas remplir son loyer avec la passion. Enfin, remplir son frigo ou payer son loyer avec la passion. Concrètement, exactement. Il faut faire de l'argent. Voilà. Et un artiste qui est tout seul, pour moi, ça se rapproche vraiment d'un artisan, d'un indépendant, d'un freelance, quelqu'un qui doit tout faire, qui te fait sa prestation, donc vraiment le service qu'il vend ou le produit qu'il vend, et derrière qui doit faire tout le reste, c'est-à-dire faire du démarchage, faire l'administratif, parce qu'il y en a beaucoup, faire la compta, faire plein de choses en fait. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect qui n'est pas souvent mis en avant. Comme tu disais, il faut garder l'esthétique artistique, tout ça, c'est vrai. Mais c'est quand même un aspect qui est souvent négligé et il ne devrait pas être négligé. Parce qu'en vrai, je pense que c'est un aspect qui, quand il est négligé, il court à la perte de ces artistes-là, honnêtement. Il y a plein d'artistes qui pourraient aller tellement loin et qui en fait sont bloqués parce que ils n'ont pas trop pris en compte ce genre d'aspect-là et ils ne sont pas forcément bien entourés, ou alors ils n'ont pas fait les choses eux-mêmes parce que ça les dépasse. Et du coup, au final, ils finissent par abandonner, quoi. Oui, il y a tous les cas de figure existent, mais effectivement, moi, je suis des artistes qui font beaucoup de choses eux-mêmes, hein. Mais bon, après, des fois, la création, l'aspect artistique, on souffre, tu vois. Mais bon, je connais des artistes qui sont impliqués, qui aiment ça, s'impliquer dans la partie business ou même marketing, hein, parce qu'il n'y a pas forcément que la partie thune, et il y a aussi la partie image et promotionnelle qui va autour de ça. Mais et puis je connais des artistes très impliqués, d'autres qui veulent pas s'impliquer, ça les saoule, et ils préfèrent confier ça à d'autres gens. Bon, après, effectivement, à partir du moment où on sous-traite les choses, ça a un coût, c'est normal, hein, il faut rémunérer les gens. Alors après, ça peut être démarrer avec des copains qui vont le faire gratos, mais après, quand ça prend une certaine proportion, en général, il y a forcément un échange soit de services, soit pécunier. Ou alors, si c'est un couple, il peut y avoir aussi une entente dans un couple un couple dans la vie, un couple intime. Mais bon, globalement, il y a quand même, faut bien que le couple remplisse son frigo également. Donc, il y aura forcément à un moment donné une notion d'argent, ça c'est clair. C'est ça, et puis il faut bien aussi que les choses soient bien réparties et posées. Moi, j'ai déjà fait l'erreur, hein, à titre personnel, de m'associer avec des gens qui étaient proches de moi, et ça arrive que ça se finisse pas forcément très très bien parce qu'on a fait un peu confiance et que du coup, finalement, on n'aurait peut-être pas dû. Ça peut arriver, c'est des erreurs, on apprend comme ça. Mais c'est vrai que pour les artistes, c'est la même chose. C'est pareil que pour les entrepreneurs, il faut voir avec qui on peut s'associer. Il faut bien établir ça correctement, il faut faire les choses correctement. Et tu as raison, petite chose, je rebondis dessus. Des artistes qui font tout, il y en a pas mal. Et c'est vrai que parfois, pas tout le temps, hein, mais parfois, le côté artistique peut en souffrir. Je pense aussi parce que ça prend pas mal d'énergie de faire tout ça. Faire tout le côté communication, marketing, business, facture, tout ça. Ça prend de l'énergie, c'est des métiers, hein. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça exclusivement parce que c'est des métiers, parce que ça prend du temps. Et je pense qu'il y a certains artistes, quand ils sont dans la paperasse, qu'ils ont la tête dans le guidon, ça grappille un petit peu leur énergie créatrice, probablement. Donc, ouais, ça peut arriver que le côté artistique en souffre, c'est un peu dommage. Mais voilà, je pensais que c'était quand même quelque chose d'important sur lequel rebondir parce qu'on n'en parle pas assez. Je trouve dans le milieu de la musique et de l'art en général, on ne parle pas assez de ce côté-là. Ce côté un peu business. C'est sûr que, alors, quand on est dans le milieu, on connaît le nom des gens qui sont dans l'ombre, hein, mais effectivement, par rapport au grand public, tout à l'heure, on échangeait sur Vianney, voilà, personne ne connaît la personne qui collabore. Moi, je la connais très bien, c'est une femme, c'est Isabelle, qui est la manager de Vianney. Voilà, elle fait là-bas un boulot extraordinaire derrière, et voilà, le grand public ne sait pas tout ça. Mais bon, c'est normal, à un moment donné, il faut garder aussi une petite part de magie. Ben oui, évidemment. Je connaissais quelqu'un qui était un peu contre de montrer un peu les coulisses de ce qui se passait parce qu'il voulait garder la magie. Bon, voilà, Et alors qu'il y en a d'autres qui aiment bien, au contraire, montrer les coulisses, et les gens aiment bien voir ce qui se passe derrière. Après, il y a des choses plus ou moins déformées. Bon, après, on dit jamais tout, hein, parce qu'après... Bien sûr.
Mais c'est comme pour tout. Heureusement, après, tu vois, il y a des podcasts, des émissions, des choses comme ça qui existent justement pour montrer ce genre de choses. Moi, j'aime bien voir le côté un petit peu underground, genre les choses qui se voient pas forcément à la surface, mais j'aime bien un peu gratter quand même dedans et les voir, en tout cas. Et les faire voir aussi, j'aime bien. Après, écoute et regarde qui veut. Les gens qui veulent pas savoir et qui veulent garder la magie, bah, ils la gardent, hein. Voilà. Tout à l'heure, tu m'as parlé aussi, t'as mentionné tous les, enfin, toutes les missions que tu avais. Est-ce que tu peux un peu nous les énumérer, entre guillemets? Je pense pas qu'il y ait une liste vraiment très exhaustive, mais est-ce que tu peux nous énumérer tous les métiers que regroupait ta position, en tout cas? Écoute, on peut faire ça de manière assez méthodique. En fait, un artiste, donc il a plusieurs sources de revenus. Il a des revenus qui sont issus de ses concerts, donc toute la partie tournée. Donc là, on s'était quand même bien, on va dire, organisé. On avait monté une structure, une société de tournée. Donc, ce qui permettait de s'associer avec un tourneur, donc avec un prestataire extérieur qui organisait les tournées, mais pour pouvoir justement récupérer l'argent et pouvoir organiser certaines choses en direct. Donc, moi, j'étais gérant de cette société, donc on va dire gérant administrativement parlant et aussi directeur, enfin un peu tout ça. Donc, on avait là pour la partie tournée. Ensuite, on a fait des disques avec Trio, donc on avait une boîte de production. Donc, on a toujours produit toute notre musique. Donc, qui dit produire, pour les gens qui savent pas, c'est mettre de l'argent pour pouvoir louer un studio, louer des instruments s'il le faut, enregistrer sur des bandes ou sur des ordinateurs, mixer, donc payer des ingénieurs du son pour mixer les albums, donc fabriquer une bande master avec laquelle et cette bande-là, on va pouvoir la mettre sur les plateformes de streaming, dans des usines pour fabriquer des disques, à une époque où on fabriquait des disques. Donc ça, c'est la taille de production. S'ajoute à ça, j'en profite quand tu es producteur, la partie image. Donc quand tu es producteur, tu dois créer des visuels, prendre des photos pour pouvoir communiquer sur l'artiste. Et voilà, donc ça, on a été producteur, donc on a monté une boîte de production qui s'occupait de faire ça. Sur la fin de la carrière du groupe, on était même label, c'est-à-dire qu'avant, on était en contrat de licence, c'est-à-dire qu'on louait nos bandes master et nos images et nos photos à une maison de disques qui s'occupait de faire la promotion du disque, c'est-à-dire de payer toute la promo, tout le marketing, la publicité autour d'un disque, faire savoir que ça existe. Après, ce label distribuait le disque, donc distribuer le disque dans des magasins et sur les plateformes de streaming plus récemment, mais à la fin, nous, on était carrément le label, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui faisions notre publicité, notre marketing, notre fabrication. Ah oui, j'ai oublié l'étape de fabrication des CD, comme je fabriquais des CD et des vinyles. Mais à la fin, on n'avait qu'un distributeur physique et digital, mais on toute l'étape de label, donc promo, marketing, pub et fabrication, c'était nous qui gérions ça. Et donc, moi, pareil, en occasion. Alors, on avait Valérie qui a bossé avec nous pendant longtemps, travaillé avec moi. On a eu des stagiaires aussi. On a les équipes à chaque fois se renforcer, mais quand même, c'était coordonné par moi à un moment donné, clairement. Donc ça, c'est pour la partie, une autre source de revenus, en plus d'être tourné la partie disque. On avait aussi ce qu'on appelle le merchandising, dans tout ce qui est produits dérivés, donc les t-shirts, les CD, là, dans toutes les ventes à la fin des concerts et sur des boutiques en ligne. Donc ça, on avait... donc ça, c'est pareil, c'est la boîte de prod qui gérait ça, donc c'est pareil, il fallait le gérer. Donc on avait des gens qui s'occupaient de ça, mais tout transitait par... voilà, ça, c'est une autre source de revenus. Et après, on a tout ce qui est partie droit d'auteur. Donc les artistes, quand ils écrivent des chansons et qui veulent les protéger et qui veulent faire en sorte que ça génère de l'argent. Donc l'argent provient des concerts, des passages radio en médias, des radios, télé, streaming, parce que le streaming est considéré comme un média. Et à chaque fois qu'on pressait un disque physique, c'est pareil, il y avait aussi des droits d'auteur qui sont générés. Donc tout ça, ça transite par une société, en tout cas vu qu'on était basé en France, et c'est une des meilleures au monde de cette gestion de droits d'auteur, c'est la SACEM. Donc il fallait, comment dire, il fallait gérer ça parce qu'on avait des sociétés donc, qui étaient d'édition. Voilà, après, c'est un peu de la tambouille. Mais j'étais aussi gérant des sociétés d'édition. Et puis, on avait aussi des bureaux parce qu'il fallait un petit peu un QG pour stocker notre matériel, nos archives administratives, pour pouvoir mettre des stagiaires et Valérie et puis moi d'un bureau. Donc, on a aussi acheté des bureaux. Donc, on avait aussi une société immobilière qui a acheté des bureaux. Donc, en gros, voilà, on avait une petite
ma petite entreprise, comme chantaient certains. Donc voilà, donc en gros, moi je m'occupais un peu j'étais gérant de toutes ces sociétés, donc tournée, disque et les produits dérivés, édition pour les droits d'auteur. Voilà, et après il y a une autre source de revenus qui est d'un artiste, c'est toute la partie assurance chômage, donc voilà, mais ça c'est en direct, je ne m'occupais pas de ça. L'intermittence, c'est ça? Il fallait quand même faire attention que tout le monde ait des années où ils sont en création, bah, ils ne font pas de tournée, donc il n'y a pas de cachet. Donc on faisait une attention à ça, mais bon, c'est pas le cœur de l'activité, c'était plutôt tout le reste. Voilà. Donc moi j'étais au milieu un peu de toutes ces activités-là, et donc j'étais, on va dire, coproducteur, coéditeur, co-tourneur, associé dans toutes les sociétés. Waouh. Donc associés, ils étaient associés avec toi aussi. Donc ils étaient intermittents d'un côté et associés aussi avec dans certaines de ces boîtes où vous travaillez tous ensemble. Ok. Exactement. Ouais. Moi j'ai arrêté l'intermittence en 2008. D'accord. Parce que pour pouvoir être gérant, on ne peut pas être gérant et intermittent. Mais on est encore associé, parce qu'on a encore des sociétés, on est encore associé dans pas mal de boîtes avec les copains. Et donc on se parle encore là-dessus. Enfin, il n'y a pas de sous, on reste copains. Voilà. Bon, bah c'est cool. Donc en gros, si je résume, vous aviez monté en fait une entreprise qui permettait de maîtriser tous les aspects finalement de la production, enfin la création de la production, la diffusion, la tournée, tout ça. En gros, tous les aspects d'une carrière d'artiste au final, de A à Z. Exactement. Alors à part que sur la partie distribution, on faisait appel à des distributeurs pour la mise en ligne des sons. Pour la partie tournée, on faisait appel à des tourneurs. Donc c'est eux qui appelaient les festivals, les salles, etc. Bon, on ne peut pas tout faire de A à Z, hein, ça c'est clair. Mais par contre, on contrôlait tout. Effectivement, on décidait tout de A à Z de tout ce qui se passait. Alors, pas sur le petit quotidien, mais sur l'ensemble l'ensemble du spectre d'une carrière d'artiste d'une importance telle que Trio. Oui, on a toujours été assez autonome avec le groupe. Et effectivement, moi j'ai géré ça. Et alors, avec en plus cet petit aspect technique, parce que j'ai fait le son pendant 25 ans. 25 ans, mais bon, un petit peu moins 24 ans, parce qu'à la fin, ils m'ont remplacé. Mais j'ai fait le son pendant quasiment toute la carrière du groupe, donc je faisais ça en plus de l'ensemble que j'ai décrit avant. Wow, c'est vraiment incroyable. Là, je crois qu'on peut vraiment dire couteau suisse. Il n'y a pas mieux, je pense. Hein, t'étais sur tous les fronts. Oui, c'est ça. Bah, après, je pense que ce qu'ils avaient apprécié aussi chez moi, c'était le côté, ils pouvaient avoir confiance en moi. Tu parlais tout à l'heure des fois d'associations malvenues ou de... Bah, l'avantage, voilà, c'est qu'avec moi, globalement, je pense que c'est très très bien passé. Donc voilà, ils avaient confiance, ils savaient qu'ils ne sauraient pas avoir, parce que j'étais là pour surveiller qu'il n'y ait pas trop d'excès. Je vois. Des autres, hein, j'entends. Oui, voilà. Oui, j'ai bien compris. En interne, on a fait des excès, forcément. Ah bah, mais qui n'en fait pas? Et du coup, une question que je me posais, comment ça se passe quand tout ça s'arrête? Parce que pendant 25 ans, c'est hyper intense, tu fais plein de choses, c'est sur tous les fronts. Vous vivez aussi plein de choses, d'ailleurs, plus tard, je te demanderai forcément quelques souvenirs, quelques trucs, parce que j'ai trop envie de savoir. Mais là, pour l'instant, maintenant qu'on est sur ce thème-là, je voudrais savoir comment ça se passe quand tout ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait quand toute sa vie, enfin pas toute sa vie, mais quand on a construit une bonne partie de sa carrière autour d'un groupe, quand ensuite on quitte cette aventure, d'une manière ou d'une autre, comment ça se passe? Alors, en fait, il faut savoir qu'en parallèle de Trio, moi, j'avais quand même quelques activités. J'ai bossé pour d'autres artistes. J'ai soutenu des artistes en développement qui j'ai filé des coups de main. J'ai maintenu des relations, en tout cas moi, des relations avec d'autres artistes, d'autres carrières. Donc, j'ai filé des coups de main. Donc, quand l'activité avec Trio s'est arrêtée, j'ai continué. J'ai enchaîné avec d'autres artistes. Mais effectivement, alors moi, pour ce qui me concerne moi, je te racontais quand même un peu comment ça s'est terminé, on va dire, en tout cas moi par rapport au groupe. Si tu veux, le fait est, c'est qu'il y a un des membres, il y a Manu qui a quitté le groupe, ça devait être en 2022, comme ça, non, 2020, 2021, bon, je sais plus, 2021, pardon, 2021. Donc, dans un premier temps, il y a Manu qui a quitté le groupe en 2021. Pour des raisons personnelles, il trouvait plus son compte, et puis il y avait aussi des raisons sous. Donc ça a un peu changé l'équilibre forcément. Il en était 5, il n'était plus que 4, en tout cas dans l'opérationnel, parce qu'il est encore associé dans certaines sociétés comme tout à l'heure. Donc ça a un petit peu changé le bord des choses, ça a un petit peu chamboulé les choses. Donc du coup, il y a eu des décisions qui ont été prises et ça a changé aussi du coup mes activités. Je te disais, j'étais plus sur les routes.
j'ai arrêté de faire le son à ce moment-là parce qu'ils ont décidé de tester quelqu'un d'autre au niveau du son, des tournées. J'ai fait les 2 premiers albums du groupe, mais après, je faisais plus que les tournées. J'ai arrêté complètement la partie studio. C'est un autre métier. Je faisais encore que le son tourné. Et donc, effectivement, le fait, c'est que vu que j'ai arrêté de faire la partie tournée, d'être sur le terrain, et je tire ça de mon papa, qui était un homme de terrain, ça m'a vraiment pas plu. C'est-à-dire qu'en fait, ça a vraiment complètement changé l'équilibre entre les activités vraiment administratives au bureau, les choses un peu rébarbatives, faut bien le dire, et les activités un peu terrain et un peu plus sexy, d'être sur la route. C'est quand même, tu me parlais d'anecdotes. Ouais, et effectivement, l'équilibre a été rompu et j'ai trouvé vraiment plus mon compte. Donc, du coup, je me suis retrouvé à plus prendre de plaisir dans mon travail. Et donc, j'ai décidé, donc il y a 2 ans, 2022, du coup, un an après Manu, j'ai décidé en disant, voilà, écoutez, les gars, moi, ça va plus, je me plais plus dans mes fonctions, c'est pas possible. Donc, du coup, on s'est mis d'accord et voilà, j'ai arrêté 6 mois après, j'ai arrêté les activités au sein du groupe. Donc, ça s'est fait un petit peu, pas d'un coup, c'est fait progressivement. Et puis, mûrir la réflexion en disant que je quitte une aventure avec des copains de 25 ans, avec effectivement, il s'est passé plein de choses. Quitter l'aventure, ça n'a pas été une mince affaire. Mais bon, en tout cas, le fait est, c'est que j'ai quitté l'aventure. Ça a été réfléchi, j'ai pas pris ma décision. Donc voilà, après, effectivement, il y a une période un petit peu de vide où il y a une transition qui s'opère. Il y a une période un petit peu transitoire. Et puis, comme je te le disais, donc maintenant, je fais les mêmes missions que je viens de décrire, là, mais pour plein d'artistes différents. Donc, j'interviens pour différents artistes, puis ça va bouger. Peut-être ça va s'arrêter avec certains artistes, ça va reprendre avec d'autres. En tout cas, je reste ouvert d'ailleurs à toute proposition. Mais voilà, en tout cas, ça n'a pas été évident. C'est clair, ça n'a pas été évident d'arrêter 25 ans. J'en parlais avec Manu, que j'ai vu ce week-end. Lui aussi, voilà, il y a une sorte de nostalgie parce qu'on a vécu des choses tellement intenses. Et ça, je pense que c'est pareil pour plein de choses. Quand on vit des choses tellement intenses avec des partenaires, que ce soit intimes ou professionnels ou familiaux, c'est sûr que quand ça s'arrête, il y a forcément c'est pas toujours évident. Voilà. Mais bon, la vie est ainsi faite. C'est ça. Il y a des ruptures dans tous les pans de la vie. Ça peut être professionnel, intime, comme tu l'as dit. Et même une rupture consentie des 2 côtés, ça fait toujours un petit peu mal. Il y a toujours un petit truc quand même, il y a toujours une petite nostalgie, et surtout après autant d'années, ça fait quand même partie aussi des racines. Je veux dire, des gens que tu connais depuis que, tu disais tout à l'heure, Christophe, je crois, il avait 10 ans quand tu l'as connu. Ça date, ça date pas d'hier en tout cas. Donc ouais, ça laisse forcément une petite nostalgie. Après, c'est vrai que la vie continue, on avance, on a d'autres projets, voilà, on rebondit forcément. Mais voilà, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, vraiment. Et du coup, tu parlais d'anecdotes. Si je te demandais on va commencer par le pire. Le pire souvenir, le pire truc qui t'est arrivé dans les nombreux concerts que tu as fait avec Trio. C'est pas facile parce qu'en fait, moi, je suis de nature assez optimiste et justement, je suis là pour transformer le pire en moins pire. Donc, je saurais pas te dire. Comme ça va paraître un peu net ce que je viens de le dire. C'est le pire, ça a été effectivement quand je me suis rendu compte que finalement, j'étais plus heureux à mes fonctions, alors que moi, je suis un homme de passion et je pense je sais pas si les gens qui nous écoutent auront la chance de travailler dans le milieu de la musique, mais ou même d'ailleurs, même peu importe, mais en tout cas, j'ai envie de dire, moi, j'aime que les gens soient heureux, et donc si on a la chance de pouvoir travailler, donc ce qui nous prend quand même pas mal de temps dans notre vie, le temps de travail, si on arrive à faire dans notre travail à être heureux, pour moi, c'est l'essentiel. Donc, quand je me suis rendu compte que j'étais moins heureux, c'est ça un peu qui m'a... Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, et avec des petites blessures, voilà, sur la fin, il y a 2-3 petites choses. Ils ont pris quelques petites décisions qui n'étaient pas sympas à mon égard. Je leur ai dit, après coup, j'aurais dit que j'avais été blessé par ça. Donc, ils ont baissé les yeux. Ils ont entendu, OK. Ils n'ont pas répondu. Il y a d'autres choses où on a eu des échanges, mais ça, vraiment, c'est ça qui a été le pire. Parce qu'après, on va se retrouver, se faire piquer des trucs en tournée, se faire, des trucs qui cassent, Si, je peux donner une anecdote un peu plus technique. On avait fait une résidence, ça s'est passé à 2 moments différents, mais on avait fait une résidence c'était le début des consoles numériques, donc des consoles de son, on peut tout mémoriser dedans.
Elle a fait toute une résidence dans l'est de la France. Et puis la première date, c'était à Lille. Et donc j'avais dit, on fait la résidence, on en code, mais je sauvegarde pas sur une disquette. Je m'étais dit, c'est pas la peine parce que je fais ça, vu qu'on arrivait la veille du premier concert, je ferais ça la veille, et là j'enregistrerai avant la fin de mon premier concert, quoi, tout simplement. Et puis pas de bol, dans le transport, la console elle a pris un petit choc et tout s'est effacé. Donc il a fallu se faire livrer de console last minute, ce qu'on a réussi à faire. Mais il a fallu tout le travail de résidence, qu'on appelle une résidence, c'est une longue période dans un même endroit pour répéter et caler des choses. Tout ce travail-là au niveau du son a été perdu, mais bon, j'ai une bonne mémoire, donc j'ai recalé, mais quand même, ça perdre ça. Et puis pareil, j'ai fait la même chose sur les 25 ans des Francophonies de La Rochelle. On a fait un gros spectacle avec plein d'invités. Et pareil, j'avais pas enregistré chaque voix de chaque invité, donc des gens connus. Et pas de bol, quand on est arrivé sur la scène des Franco et on balançait, il nous a manqué un rack audio, donc on n'a pas pu. Ils ont commencé les balances et j'ai pas pu non plus mémoriser pendant les balances. Puis en plus, il y avait un enregistrement avec Radio France derrière, des cartes de prise de son qui passaient par ma console. Donc, bref, c'était un peu rock'n'roll, mais voilà, c'est des anecdotes. Mais bon, finalement, ça s'est fait, puisqu'il y a pas de nombreuses années, les gens n'avaient pas de console numérique. Et ils faisaient tout à la volée. Il y a encore même maintenant, j'ai un de mes meilleurs potes avec qui j'étais hier, tu vois, qui a bossé pour les grosses têtes sur RTL. Et les mecs, ils arrivent. Moi, je suis allé les voir travailler. Ils arrivent, ils se mettent le micro. C'est de la mission, elle est partie, quoi. Il n'y a pas de répétition, quoi. Faut que ça roule direct. Simple, efficace. Voilà, exactement. Donc encore une fois, il faut savoir improviser dans le spectacle, il faut savoir improviser et on le fait et finalement on s'en remet, quoi. Donc après les autres anecdotes, ça va être le départ et la perte de certains des membres de l'équipe, voilà, parce que la vie est ainsi faite et les maladies, etc. Donc c'est toujours un peu triste, ou la mort de certains artistes avec qui on a fait avec lesquels on a vécu des aventures. Toujours un peu triste, mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ainsi va la vie. La mort, ça fait partie de l'année, hein, faut oublier. Exactement. Et les petites anecdotes, comme tu as dit juste avant, là, avec les trucs techniques, j'en ai eu aussi pas mal. C'est vraiment le genre d'anecdote qu'on entend vraiment beaucoup. Il y a toujours un truc avec la technique, il y a toujours un petit truc. Ce genre d'aléa, je crois que c'est typique. C'est vraiment typique. Et heureusement qu'il y a des bons ingé sons pour régler les problèmes derrière. Hein, parce que, franchement, après, je pense que globalement, les gens ne mesurent pas, même sur un concert simple, parce que nous, c'est trio, reggae acoustique, c'est bon, on venait 3-4, quoi. Et en fait, les gens ne mesurent pas, et par le trio, mais c'est pas pour plein de groupes, la quantité d'éléments techniques et de performances techniques faits par les musiciens déjà. Et maintenant, en plus, les musiciens s'équipent de plus en plus avec des machines. Et après, effectivement, les techniciens, ceux qui branchent, en fait, il y a une quantité d'installations qui est imposante. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Souvent, quand on fait des mariages ou des fêtes plus amateurs, il y a toujours un truc qui foire, parce que pourtant, il y a 2 micros et demi. Alors, quand on a une soixantaine de lignes à brancher et que tout fonctionne bien, les gens ne se rendent pas compte de la complexité et de la performance qui est... Et donc, effectivement, on se rappelle des petites erreurs techniques, mais finalement, on regarde l'ensemble des choses qui sont brassées, c'est epsilon, quoi. C'est des rien. Détails. C'est des détails. Moi, là, je te parle de 2 anecdotes, mais on a fait, 2000 concerts avec Trio sur 25 ans. Donc, tu vois, je te parle de 2 anecdotes. Alors après, j'en ai d'autres, mais bon, on se débrouille toujours. Il y a toujours une solution. Toujours. Mais oui, tu parlais on s'est rencontrés au Maroc. On a pris plus de temps pour se rencontrer au Maroc. C'est pareil, au Maroc, si on avait toujours des instruments, on découvrait tous les jours des nouvelles contraintes du jour, mais c'est pas grave, on sait. La surprise du jour. Non, mais c'est vrai que c'est comme ça, et les gens s'en rendent pas compte, et tant mieux qu'ils s'en rendent pas compte. Parce que du coup, ça garde justement cette magie dont on parlait juste avant. Quand les gens viennent voir un concert, ils ont envie d'être un peu émerveillés, ils ont envie d'être coupés du quotidien. Donc c'est vrai que s'ils se rendaient compte de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce que ça nécessite, de la pression qu'il peut y avoir aussi parfois, des petits incidents, des petits trucs, il y aurait peut-être moins cette magie, donc tant mieux qu'ils s'en rendent pas compte. Bon, après, il y a un côté ingrat, parce que en fait, quand ça se passe bien, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais quand ça se passe mal, ils vont s'en rendre compte, malheureusement, et ils vont dire... Là, tu vois, hier, je suis allé voir un concert, je suis allé voir un concert à début du deuxième, il y avait des craquements, les gens, ils commençaient à mettre les autres comme s'ils partaient. Parce que je faisais rien, j'étais un spectateur, je précise. Et voilà, on se rend compte qu'effectivement, ça arrive, les problèmes, ça arrive, et ça arrivera encore, donc il faut laisser autant résoudre les problèmes. Si on arrive à les résoudre, globalement, les gens sont assez prévenants et normalement, il y a tout ce qu'il faut pour résoudre le problème. Et c'est vrai, de toute façon, quand les gens s'attendent à avoir un petit moment d'émerveillement, de magie, ils ont aussi une grande exigence derrière. Hein.
C'est-à-dire que si c'est pas comme ils veulent, bah, ça pose problème. Donc oui, quand il y a des craquements, des trucs, un son qui est un peu désagréable, tout ça, oui, forcément, il y a forcément des gens qui vont, comme tu dis, partir, mettre les doigts dans les oreilles, se plaindre, et puis voilà. Mais bon, ça arrive, c'est pas grave. Et du coup, si tu devais te remémorer un des meilleurs souvenirs, genre un très très bon souvenir, quelque chose qui t'a vraiment fait plaisir, rendu heureux, qui t'a marqué positivement. Oh, il y a un truc qui me revient en tête quand même, c'était pour mon anniversaire. En fait, c'était le plus gros concert de trio qu'on ait fait en termes de jauge. C'était à l'Armada de Rouen. À Rouen, ils ont un rassemblement de bateaux avec des vieux gréements. C'est un truc immense. Et je crois qu'il y avait 80 000 personnes. Et donc, et à ce moment-là, on était quand même en pleine, on va dire, en pleine ascension avec Trio. C'était d'ailleurs, pour la blague, c'était l'année où les intermittents faisaient grève. Et donc, les intermittents ont voulu faire la grève et ils ont voulu forcer l'annulation du concert. Et nous, on s'est dit, on va soutenir les intermittents, on va annuler notre concert. Et donc, on a eu, pour le coup, le directeur du festival qui est venu nous voir, qui nous a dit, bah, vous pouvez pas annuler. Parce que le préfet, là, vous annulez, il y a un risque de mouvement de panique. Et l'Armada de Rouen, c'est sur une sorte de quai dans un port. Et donc, s'il y avait un mouvement de foule, il pouvait y avoir un risque que les gens soient poussés dans la flotte. Et donc, il y avait un risque important. Donc, l'hésitation n'a pas duré très longtemps. Mais bref, on a fait ce concert. Et c'était le jour pile de mon anniversaire. Et donc, les artistes ont fait chanter le public joyeux anniversaire. Donc, ce qui est marrant, c'est que la plus grosse jauge historique du groupe, donc qui était 80 000 personnes, c'était quand même beaucoup. Effectivement, à la régie, quand on regardait devant et quand on regardait derrière, tu fais ah oui d'accord, effectivement, il y a vraiment beaucoup de monde. Et quand ils ont fait puis en plus ce jour-là, il y a des gens de ma famille qui sont venus, des amis qui sont venus parce qu'ils savaient que c'était pas très loin avant ils étaient en région parisienne. Ils sont venus et donc j'ai eu quand même un joyeux anniversaire de la plus grosse jauge historique du groupe qui a chanté mon anniversaire. D'ailleurs, j'ai même l'enregistrement de ce moment-là. J'en ai des frissons rien que de l'écouter parce que je sais à quoi ça ressemble quand un public chante quelque chose. Même, bon, bien sûr, c'était pas aussi grand, mais j'ai déjà entendu un public chanter les chansons de mon groupe ou quelque chose comme ça. C'est déjà arrivé. Je sais que c'est tellement poignant, genre ça fait tellement quelque chose. Donc j'imagine tellement les 80 000 personnes qui te chantent joyeux anniversaire. Ça me fait des frissons. Ouais, c'était vraiment c'est le truc dont je me rappelle. Après les anecdotes super, il y en a tellement, il y en a vraiment bien. Mais bon, après, c'est des trucs plus intimes, je ne suis pas forcément lié à la musique. Enfin, je pars pour tourner quand même, malgré tout, sur la route. Mais ouais, voilà, après, puis c'est des rencontres. Il faut avouer quand même, regarde, nous deux, c'est un bel exemple. C'est ce que j'allais te dire. Mais exactement, mais voilà, j'ai rencontré tellement de gens sympathiques autour des trios, grâce à la carrière du groupe, et même la rencontre avec mes copains du groupe, mais même au-delà de ça. Voilà, j'ai fait tellement de belles rencontres. Et moi, je suis très altruiste, donc j'aime bien semer le bonheur et j'aime bien rencontrer les gens vraiment profondément. Et du coup, voilà, j'ai rencontré tellement de gens et de manière tellement intense que c'est plein de bons souvenirs. Voilà. Bah, c'est chouette. En tout cas, ils ont eu beaucoup de chance, je pense, de t'avoir aussi à leur côté pendant toutes ces années. Je pense qu'ils ont dû pas mal apprendre de choses, tout ça. Et puis même le partage. Enfin, je te connais au niveau personnel. Je sais que c'est agréable d'être à tes côtés. C'est agréable d'avoir des conversations avec toi. T'es quelqu'un avec qui c'est agréable de traîner, entre guillemets, pour dire ce mot-là. Donc, ouais, j'imagine que quand même, ils ont eu pas mal de chance. Traînons tous ensemble. Regarde, on traîne sur les ondes, finalement. Mais bien sûr. Les gens qui vont nous écouter, ça sera ils vont participer à notre traînement. Ah bah ouais, ils écoutent clairement une conversation entre deux potes, là. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, pour la suite, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? Du bonheur. Là, c'est un peu le pendant maintenant. Là, c'est-à-dire que tous les artistes et toutes les personnes avec qui je collabore en ce moment, l'objectif premier, c'est d'avoir que ça soit cool, que ça se passe bien et de trouver du bonheur et de s'épanouir. Voilà, c'est vraiment l'objectif ultime là-dessus. Et donc, de me souhaiter, c'est d'être pas mal sur les routes, de faire encore des rencontres, des belles rencontres. Et puis surtout de côtoyer des gens sympathiques et qui rendent le travail que je fais à leur côté heureux. Voilà, parce que sur la fin, ça l'était moins, comme je le disais. Donc le but du jeu, c'était, voilà, mon objectif maintenant, c'est ça, c'est d'avoir des aventures, même si c'est moins bien payé, même si c'est moins long, même si c'est moins loin, ou même si, par contre, si la vibe humaine est là,
Et si les gens sont reconnaissants et ont un retour, voilà, c'est ça qui rend heureux. Et c'est ça que je me souhaite, mais c'est ça que je souhaite à tout le monde, finalement, à toi et à tous les gens qui nous écoutent. Oui, bah c'est aussi ce que je te souhaite du coup. Par contre, si tu passes vers chez moi, bien sûr, tu m'appelles. On est bien d'accord. Évidemment, Voilà. évidemment. Avant de terminer cette petite interview de toi, qui a été fort agréable en tout cas pour moi, j'ai une question de la part de Magali. Donc Magali, c'est l'invité que j'ai eu juste avant toi. Magali, alors elle est batteuse, mais je ne l'ai pas interviewée en tant que batteuse, mais en tant qu'experte en automatisation. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est ce qu'elle fait actuellement. Et sa question pour toi, alors elle ne savait pas que c'était toi qui allais être au micro aujourd'hui, mais c'est si tu voyais maintenant ton toi du moment où tu as commencé ta carrière, avec toute l'expérience que tu as maintenant et avec toutes tes connaissances, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Ok. Eh ben, c'est intéressant. Ben, moi, je dirais profite au maximum, profite des bons moments que tu vas avoir devant toi. Parce que au niveau du travail, j'ai eu les compétences. Enfin, je pense pas que je changerais quelque chose là-dessus parce que j'ai été. Mais profite bien. Alors après, il y a peut-être un petit côté politique que j'ai jamais trop eu, mais je changerai pas parce que j'ai pas envie de me changer là-dessus. Mais c'est plutôt de encore mieux profiter, tu vois, pour mieux se rappeler les anecdotes, pour mieux les raconter après dans des podcasts. Mmh. Mais c'est ça, c'est de profiter au maximum et et voilà, de se rappeler des bons moments. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais peut-être pas assez parce que des fois on est embarqué dans des choses un peu, c'est normal, on est la tête dans le guidon. Puis comme tu as vu tout ce que j'ai fait, c'est peut-être d'en faire un petit peu moins ouais, peut-être d'en faire un petit peu moins, de ne pas hésiter à sous-traiter plus pour pouvoir mieux profiter de ce qu'on fait. Voilà, ça serait plus ça que que je me dirais. Vivre à Voilà. fond le moment présent, profiter à fond. Ouais, et puis peut-être de s'organiser différemment pour justement peut-être en faire un peu moins pour mieux en profiter. Voilà, parce qu'effectivement, des fois, on est un peu trop sollicité et on n'a pas profité ou alors ouais, on va se dire, ou alors de partir avant. C'est-à-dire que tu vois, peut-être si ça va pas, de pouvoir s'en rendre compte plus vite et pour pouvoir changer de direction plus rapidement. Pas laisser traîner un peu les choses. Je vois totalement. Ouais, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, je sais plus de qui par contre, mais cette personne disait que faisait une réflexion en disant que souvent dans la vie, on a tendance à se prendre la tête sur des petits détails, des petites choses. Voilà, on stresse pour des trucs, ou alors on a la tête dans le guidon tout simplement. Vraiment, on est en train de faire le truc, mais on se rend pas forcément compte de ce qu'on est en train de vivre et on n'en profite pas forcément beaucoup. Mais il y a un moment dans l'avenir, quand on sera plus vieux, on va y repenser, on va se dire ah si seulement maintenant j'avais cet âge-là. Genre par exemple quand t'as je sais pas 40 ans, tu vas penser à toi d'il y a 20 ans et tu vas dire oh là là si maintenant j'avais 20 ans j'aimerais bien, j'aimerais bien. Et en fait je pense que c'est super important de se rendre compte à tous les moments de la vie que on est à un moment où plus tard on aimerait retourner. Tu vois ce que je veux dire? Même dans des moments qui sont pas faciles. Le moi, par exemple, qui aura 50 ans, je suis sûre qu'à 50 ans, je me dirais ah, quand j'avais 35 ans, bah, c'était bien, bah, j'aimerais bien y retourner. Tu vois ce que je veux dire, un peu le Ah, truc? mais côté nostalgie, mais ça, c'est universel. Ouais. Mais le fait de profiter, c'est bien. Ça aide à profiter, je trouve. Et c'est pour ça, moi, depuis quelques années, je fais des trucs pour moi. Tous les étés, tu vois, je fais le tour. Et c'est peut-être pour ça qu'on se verra cet été, mais J'espère. je fais le tour, tu vois, bah, quand on s'était vu, quand je t'ai passé de voir, c'est ça. Hein. Je faisais un peu un tour et je fais le tour des copains on n'a pas le temps de voir et à qui on n'accorde pas du temps. Et donc ça, en général, essayer de m'appliquer à ça. Voilà, parce que sinon, le temps passe vite. Carrément, le temps passe vite et puis les relations personnelles, elles peuvent vite s'effriter quand on prend pas le temps de les nourrir. Donc c'est Ouais. important. C'est vrai que c'est important. Est-ce que toi, à ton tour, enfin, est-ce que tu pourrais poser une question au prochain invité? Alors je sais toujours pas qui c'est, tu ne sauras pas qui c'est non plus. Enfin même, bon, moi je sais quand même, j'ai un planning, hein. Mais je sais pas dans quel ordre ça va être diffusé, donc je sais pas qui est l'invité à qui tu vas poser la question, mais c'est ton moment. D'accord. Et ben moi, la question que je vais poser, c'est en lien avec ce que j'ai dit un peu avant. C'est est-ce que actuellement, tu es vraiment heureux dans la vie et surtout dans ton travail, puisque je pense que l'interview un peu professionnelle que tu vas faire. Mhm. Est-ce que tu es vraiment heureux? Est-ce que tu peux euh, nous dire en quoi tu es heureux en ce moment dans ton travail et pourquoi tu es heureux ou heureuse, hein, si c'est une femme, dans ton travail en ce moment? Voilà, c'est ça, c'est ce regard porté sur la partie bonheur. Alors, on pourrait poser la même chose sur le côté perso, mais là, en l'occurrence, voilà, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse?
en ce moment dans ta vie et surtout dans ton travail? C'est ça que j'ai envie de poser comme question. Question hyper importante qu'on se pose pas assez. En tout cas, pas assez souvent. Mais ça, c'est hyper intéressant de faire le point. Je pense que l'invité va bien apprécier cette question. Philo, hein, c'est philo, hein, ton podcast. Hein, c'est philo. Bon, c'est philo cool, hein, ça va. Hein, c'est pas... Ça va, c'est tranquille. C'est tranquille. Mais en tout cas, Bibou, un immense merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir participé à tout cet échange, d'avoir raconté toutes ces anecdotes, de nous avoir parlé de tes missions aussi, de tout ce que tu as fait pour ce groupe qui est vraiment emblématique de toute une génération, honnêtement. C'était hyper intéressant. Je pense que l'audience va vraiment apprécier aussi. Donc, un énorme merci à toi. Eh ben moi, je fais un gros bisou et des coucous à tout le monde, tous les gens qui nous écoutent. J'espère qu'on aura raconté, et notamment tout ce que j'aurai raconté, ça aura fait rêver, penser, sourire les gens qui nous écoutent. Voilà, je souhaite de tout mon cœur. À plus tard tout le monde. Ciao, ciao. Merci. Et voilà, j'espère que cet échange avec l'invité du jour t'a plu. J'aimerais beaucoup connaître ton avis sur cet épisode et sur les sujets abordés, donc je t'invite à le partager maintenant dans l'espace commentaire de la plateforme sur laquelle tu écoutes. Comme prévu, tu peux retrouver les liens vers les ressources citées dans l'épisode en cliquant sur le premier lien dans la description. Avant de partir, si tu peux laisser un like ou 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, ça compte beaucoup pour moi et ça m'encourage à continuer de produire ce genre de contenu, donc merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et très belle journée à toi.